Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Épreuve du certificat de fin d'entrée en 6e à Thiès au lycée Jules Sagna. 30 élèves, dont 11 filles, déférées au parquet pour fraude. Les mises en cause ont été par la suite libérées par le procureur après 48 heures de garde à vue. Malgré les performances relevées, le LINAC de Sédhiou en proie à des dysfonctionnements majeurs. L'Institut est toujours en attente de son décret de création. À cela s'ajoute une série d'impairs, une collection Internet aléatoire ou encore l'absence de règlement intérieur. Dans ce journal, les explications de Diogoy Sen. Il est porte-parole des enseignants du lycée national armé, du lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité. À Touba, face à la prolifération des faux médicaments, les pharmaciens tirent la sonnette d'alarme. En conférence de presse, le syndicat national des pharmaciens privés du Sénégal réclame une application ferme de la loi après dépôt de 2 plaintes pour exercice illégal de pharmacie. Enfin, la sortie polémique de Guy Marius Sagna sur la gestion de l'Assemblée nationale, passée au crible par 2 analystes, les avis croisés d'Amadou Mokhtar Anne et Hassan Samb, respectivement enseignants-chercheurs en sciences politiques et analystes politiques, à suivre avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce tout de suite en titre à Thiès. Fraude massive au lycée Jules Sagna. Fraude sur les épreuves de composition du certificat de fin d'entrée en 6e. 30 élèves, dont 11 filles, ont été déférées au parquet ce matin. À la suite de 48 heures de garde à vue, ils ont été finalement, ces élèves, libérés par le procureur. Nous y reviendrons certainement lors de nos prochaines interventions. À Sédhiou, les enseignants du LINAC, le lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité, dénoncent des dysfonctionnements majeurs, des dysfonctionnements qui concernent l'absence de décret de création ou encore la mauvaise qualité de la connexion Internet et aussi l'absence de règlement intérieur. Diogoy Sen est le porte-parole de ces enseignants du LINAC de Sédhiou. Je vous propose de l'écouter au micro de Bakary Konté et Khalid Diamé. D'abord, l'absence de décret de création et de fonctionnement des LINAC, qui constitue un vide juridique regrettable. Cette lacune entrave la stabilité administrative de l'établissement, limite sa reconnaissance officielle et complique sa gestion quotidienne. Nous sommes à la fin de l'année, mais l'établissement a fonctionné sans manuel de procédure, sans règlement intérieur, sans organigramme précis et sans comité de gestion d'établissement. C'est ce pilotage à vue que nous voulons faire cesser. Deuxièmement, le manque d'équipement de la bibliothèque, pourtant essentiel dans un établissement qui se veut tourner vers l'avenir. Au moment où nous vous parlons, la bibliothèque n'est dotée d'aucun manuel ou d'œuvre au programme. Cette situation prive élèves et enseignants d'un outil pédagogique fondamental. Troisième point, la connexion de l'Internet insuffisante et défaillante, qui rend difficile, voire impossible, l'exploitation des ressources en ligne, la mise en œuvre de projets numériques et la participation aux plateformes éducatives nationales et internationales. Quatrième point, l'existence de laboratoires bien équipés, mais sous-utilisés, en raison du manque de formation des enseignants à la manipulation de certains matériels de dernière génération. Ce paradoxe nuit gravement à l'enseignement des sciences et compromet les acquis pédagogiques. Parlons à présent de cette polémique autour de 1026 hectares de terre octroyés à la compagnie sucrière sénégalaise. Cela quelques jours après la visite du président Faye à la CSS. Pastef Mbane conteste l'attribution et compte organiser la riposte dans les jours à venir. Une autre partie de la population soutient le projet et s'en explique au micro d'Ousseynou Diop et Habib Sek. Reportage.
De petits soucis techniques liés au son, nous nous en excusons et nous vous retransmettrons certainement cet élément lors de nos prochaines éditions. Les acquéreurs de la SNHLM sont sortis en masse pour réclamer l'application de la décision de justice rendue par la Cour suprême au mois d'avril dernier en faveur de la SNHLM. Ces membres du collectif ARSM de Kouaï, Parcelles Assainies, Kermassa, Rufisque 1, réclament leur terrain et dénoncent l'occupation illégale de leurs parcelles par des individus. Ils ont organisé justement un rassemblement à Djahaï et c'était en présence de nos reporters Aminata Ba, Ousmane Baldé. Nous tenons à affirmer aussi que le banditisme continue, puisque jusqu'à aujourd'hui, il y a des terrains qui sont toujours occupés par des gens qu'on ne connaît pas. Nous ne voulons pas effectivement prononcer des noms, mais les autorités politiques, de même que les autorités communales, savent exactement qui sont concernés. Alors, par contre, nous attirons l'attention des autorités centrales qu'il faut absolument que la décision de la Cour suprême soit exécutée. Il y a une décision sur laquelle, les terrains, c'est-à-dire le 1451, appartient à la Société nationale des HLM. Et nous tous ici, nous avons acheté ces terrains-là à cet organisme-là. Puisque nous avons confiance à cet organisme-là, c'est un démembrement de l'État. Par conséquent, nous pensons que justice doit être faite en notre faveur. Voilà. Donc nous appelons effectivement les nouvelles autorités qui, effectivement, sous leur autorité, ont permis à ce qu'il y ait cette décision-là de la Cour suprême. Nous attirons leur attention en leur disant simplement de faire tout pour nous accompagner, de faire tout pour que la justice soit effectivement le credo de notre pays. À Ziguinchor, cette grogne des acteurs de la filière anacarde, ces derniers ont décrété un mot d'ordre de 72 heures donc de paralysie de toute la chaîne de production de leur filière. Ils entendent ainsi protester contre l'augmentation des taxes douanières. Ces taxes sont passées de 2 000 à 5 000 francs, ce qu'ils jugent inacceptable. Ils interpellent les autorités compétentes. Le point, c'est avec Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Ces acteurs de la filière anacarde de la région de Ziguinchor ont décidé de paralyser la chaîne d'exploitation de cette filière en immobilisant une partie des véhicules. Ils protestent ainsi contre ce qu'ils qualifient de hausse de la taxe douanière. Parce qu'avant c'était 2 000. S'ils reviennent encore, ils nous donnent les 5 000. On était d'accord sur ça. Il y a les camions qui sont sortis de la brousse. Ils ont payé les quittances de 5 000. Arrivés ici à l'entrée, on les tient parce qu'ils n'ont pas payé les 42 000. Maintenant, il y a combien de douanes là-dedans? C'est pas normal ça. Quelles sont ces douanes-là? Ces acteurs demandent aux autorités compétentes de prendre des mesures idoines pour mettre fin à cette situation. Parce que si la douane insiste, ça veut dire que le ministre, le gouvernement, il connaît quelque chose. Ça fait très mal. Nous, on va aller jusqu'au bout. Les chauffeurs et les chargeurs aussi disent qu'ils sont en train de subir les conséquences de cette situation. Nous ne pouvons nullement travailler sans ces commerçants. Et si nous chargeons nos véhicules en respectant tous les protocoles de chargement, si nos véhicules sont immobilisés, rien que la chaleur nous fait subir une perte. L'impact est apparent sur notre travail et nous tous le subissons, hommes comme femmes. En ce qui nous concerne, nous sommes au moins 500 personnes ici. Et voilà que nous ne travaillons pas depuis 72 heures maintenant. Car chaque année, notre pays exporte plusieurs milliers de tonnes de noix de cajou achetées dans la région naturelle de Casamance. À Touba, les pharmaciens tirent la sonnette d'alarme face à la prolifération de faux médicaments. Ils pointent du doigt les dépôts illégaux qu'ils accusent d'aggraver les cas d'insuffisance rénale et autres maladies chroniques. Lors d'une conférence de presse, le syndicat national des pharmaciens privés du Sénégal réclame une application stricte de la loi. Après 2 plaintes déposées pour exercice illégal de pharmacie, Dr Serigne Ahmadou Bambandour est le président du syndicat national des pharmaciens privés du Sénégal. Nous l'écoutons, ses propos sont recueillis par Talassambe. Avoir fait toutes les démarches pour sensibiliser la population, pour sensibiliser ces personnes qui se lancent dans ce marché illicite.
on était tenu à un niveau quand même de les amener en procès. Je pense qu'il y en a 5 qui ont été ciblés. On a ciblé les 5 plus grands dépositaires de Touba pour quand même les traduire devant la justice. Parce qu'au-delà de faire de l'exercice illégal, ils exposent la santé de nos populations. Et pour ce fait, il y a 2 audiences qui ont été programmées dans un premier temps. Nous, on a voulu les regrouper à la date du 1er juillet 2025 pour être plus impactants. Mais aussi, il était question de sensibiliser la population, d'alerter les autorités judiciaires pour que quand même que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Il y a une nouvelle loi qui a été votée, la loi 2023-06, où cette infraction est précisée et les peines encourues par ces faussaires. Nous ne demandons que l'application de la loi dans toute sa rigueur, parce qu'on ne peut plus accepter aujourd'hui, à l'instar des autres régions, à l'instar des autres villes, qu'on soit très rigoureux dans tout ce qui concerne la confiscation de ces faux médicaments, la traduction en justice de ces faussaires. Notre ville, ce que nous avons de plus cher, quand même soit exposé, que la population de Touba soit laissée en rade. Nous, pharmaciens, on s'est engagés pour combattre ces criminels, oui, parce que quand même, la contrefaçon, c'est un crime organisé. Ces criminels soient traités de la même manière que ça devait se faire. Donc nous, en fait, dans ce combat, on n'est pas seul. Nous avons le soutien de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, qui s'est constitué partie civile. L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique s'est portée partie civile. À la une de l'actualité politique, la sortie polémique du député Guy Marius Sagna sur la gestion de l'Assemblée nationale, une sortie analysée par l'enseignant-chercheur en sciences politiques Amadou Mokhtaran, mais aussi l'analyste politique Hassan Samb. Ils estiment que le député est dans son rôle, que c'est une bonne chose pour la démocratie. Par contre, ils pensent que cela pourrait fragiliser PASTEF, qui a toujours prôné la rupture dans la gestion du pouvoir. Alassane Ba pour les détails. C'est une sortie qui a suscité une vague de réactions. Guy Marius Sagna a dénoncé des pratiques à l'Assemblée nationale non conformes à l'exigence de rationaliser les dépenses de l'État. L'enseignant-chercheur en sciences politiques a une double lecture de cette situation. La première est que on n'en attend pas moins, n'est-ce pas, d'un élu du peuple de pointer du doigt quand même des manquements en termes de malversation, en termes de pratiques nébuleuses. Donc ça, c'est quelque chose, c'est le rôle même, c'est l'essence même de la représentation nationale, de dénoncer, d'être même, c'est un terme en vogue, d'être un lanceur d'alerte, d'avertir, d'être un chien de garde. Donc ça, c'est à féliciter. L'autre lecture positive de la situation est que ça montre qu'il y a une démocratie interne au sein de PASTEF, parce qu'il y a des voix discordantes, parfois quand ils ne sont pas d'accord, etc., etc. Donc c'est à féliciter. Pour l'analyste politique Hassan Samb, rien de surprenant. Le député Guy Marius Sagna est dans son rôle, c'est son style à lui. C'est celui-là qu'on lui connaît. Il l'a fait au niveau de la CEDEAO. D'ailleurs, il a bousculé les habitudes, comme d'habitude. Au Sénégal également, il s'est toujours illustré une trentaine d'arrestations avant, vous vous rappelez. Donc forcément, il va continuer. Il ne se sent bien que dans ce rôle-là, je pense, d'alerte, évidemment, pour être aux côtés également des nécessités. Donc il faudra s'y faire. Si vraiment Pasteur veut travailler avec lui, il faudra bien accepter effectivement cette démarche-là, qui est la sienne, c'est son style. Sur le plan politique, cette sortie peut fragiliser le PASTEF qui a vendu aux Sénégalais la rupture comme mode de gouvernance. Le régime en place, sa marque de fabrique est la rupture, c'est-à-dire la sobriété, n'est-ce pas, la rationalisation, etc. Si le peuple voit que les députés, étant des représentants du peuple, sont en train de dévier ou bien de dévoyer quand même leur fonction, donc ça peut aussi créer des frustrations et même affaiblir le parti au pouvoir. Donc ils ne pourront plus quand même avoir cet argument de vente, c'est-à-dire la rupture. D'après Guy Marius Sagna, il y a encore de ces pratiques à l'Assemblée nationale dénoncées autrefois et qui sont toujours d'actualité.
L'hivernage s'installe petit à petit dans la région de Tambacounda, dans le département de Koumpentoum. Le maire de Koutiaba Wolof et ses équipes s'inscrivent dans une dynamique d'anticipation de règlement de conflits entre éleveurs et agriculteurs. Une commission est instituée à cet effet et elle est déjà à pied d'œuvre. Le reportage est de Mamadou Diouf. Pour éviter les conflits entre éleveurs et cultivateurs en période d'hivernage, la mairie de Koutiaba Wolof a mis en place une commission de prévention et d'alerte des conflits pré-hivernales. Objectif, mettre en place un dispositif et des mécanismes de concertation entre acteurs. Aujourd'hui, la commune de Koutiaba Wolof, en organisant cette mission à travers la commission de prévention, la commission d'alerte et de règlement de ces conflits pré-hivernales, la commune de Koutiaba Wolof opte résolument pour être dans la réponse et non dans la réaction. Parce que comme vous le savez, dans ce contexte pré-hivernal, souvent il y a des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Parce que, comme vous le savez, les parcours de bétail sont réservés au bétail. Les populations ne peuvent pas venir cultiver sur les parcours de bétail. Pour réussir cette mission, la commission, avec l'appui des autorités, compte mettre en place des stratégies pour sensibiliser les acteurs. Ce dispositif de prévention, d'alerte et de règlement des conflits s'appuie sur les ressources humaines que nous avons. Au-delà des membres de cette commission, nous avons les chefs de village, nous avons les leaders d'opinion, nous avons les jeunes, nous avons les femmes. Une fois que la commission se déploie, arrivé dans une zone, la commission fait appel aux personnes ressources, aux chefs de village, aux leaders d'opinion, aux imams, et que les gens puissent se concerter. De se concerter, c'est d'échanger, de s'appuyer sur les traditions. Parce que les anciens, ce sont eux qui avaient tracé ces parcours de bétail-là. Donc il faut aller vers ces anciens-là, qui vous donnent leurs expériences, et en ce moment, je pense que des solutions idoines sont trouvées. Éleveurs et cultivateurs saluent cette importante initiative. Selon eux, elle va sans doute régler les situations de conflit qui parfois sont à l'origine de plusieurs morts lors de ces altercations. Vraiment, cette initiative est venue à son heure, car les conflits entre nous, éleveurs et cultivateurs, sont très récurrents dans cette zone. Alors, avec ces concertations que nous venons d'avoir, nous sommes convaincus qu'il n'y aura plus d'altercations entre nous acteurs. Et c'est pour l'intérêt de tous. Koutiaba Wolof est une commune qui se trouve dans le département de Koumpentoum. Et les populations qui y vivent sont confrontées à d'énormes difficultés pour se déplacer pendant l'hivernage. C'est pourquoi elles sollicitent à l'État le bitumage du tronçon Koumpentoum-Payar pour leur faciliter le déplacement. Le centre médico-social de l'ASP, baptisé Maître Papa Khalignan, une avancée majeure dans la politique de bien-être des agents de sécurité de proximité à travers ce nouvel espace dédié aux soins, mais aussi à la prévention. La Direction générale de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité réaffirme son engagement en faveur de la santé physique et mentale de ses agents, tout en élargissant l'accès aux services de santé aux populations environnantes, une initiative saluée au plus haut niveau par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, qui en a présidé la cérémonie d'inauguration. Le voici au micro d'Abib Faye. Également à saluer et féliciter chaleureusement M. Seydina Oumar Touré, directeur général de l'ASP, pour avoir concrétisé ce projet ô combien important pour le bien-être des agents. Il donne ainsi corps à la volonté exprimée par le conseil d'administration de la mutuelle. Je lui adresse mes sincères félicitations pour les efforts continus et remarquables fournis depuis sa nomination à la tête de l'agence. Ce projet illustre également de façon exemplaire l'esprit même de la doctrine de la police de proximité qui place le bien-être de l'agent au centre de l'efficacité du service public de sécurité. Ce centre médico-social marque une avancée significative vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Sur le plan opérationnel, ce centre comprend un service de consultation externe, un service d'accueil des urgences, un service d'odontostomatologie, une salle de soins et d'hospitalisation d'une capacité de 30 lits, une salle d'accouchement, une pharmacie. Je vous exhorte également
à veiller scrupuleusement à l'entretien des lieux et à la maintenance des équipements, gage de la durabilité, de leur durabilité et de leur performance. Échanger autour des enjeux de l'épargne au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, objectif du Forum de l'épargne qui s'est ouvert à Dakar ce vendredi pour 3 jours. Une première édition qui a rassemblé acteurs du secteur financier mais aussi citoyens. Le compte-rendu est signé Ibrahim Makan. Pour sa première édition, l'événement réunit à Dakar experts, acteurs du secteur financier et citoyens autour d'un objectif commun, promouvoir une culture de l'épargne accessible, sécurisée et inclusive. Amener le monde à se regrouper quelque part. C'est le monde, c'est qui? C'est le grand public, c'est les élèves, c'est les jeunes, c'est la banque, c'est les microcrèdes, c'est les institutions financières. Se réunir autour d'un espace, pouvoir échanger, se faire conseiller, se faire accompagner, poser des questions, casser une barrière qui existe entre banque et population. En gros, c'est vraiment informer et participer, nous, dans l'éducation financière, et ainsi espérer participer dans la suprématie financière du Sénégal dans le futur. Président la cérémonie d'ouverture, le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire a salué une initiative en parfaite cohérence avec les ambitions du gouvernement. Il a rappelé que l'épargne nationale doit jouer un rôle central dans le financement du développement à l'image du nouvel emprunt obligataire de 300 milliards de francs CFA récemment lancé pour soutenir les secteurs prioritaires. Nous sommes dans une nouvelle vision, dans une nouvelle orientation qui a comme socle la souveraineté. Et on ne peut pas parler de souveraineté si on n'a pas une capacité de mobilisation d'épargne intérieure. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater à travers la stratégie nationale de développement dans la vision Sénégal 2050. Dans notre culture traditionnelle, le condamné est de chez nous. Nos mamans, nos papas, et particulièrement nos mamans, faisaient ce système. C'est une boîte en bois dans laquelle on mettait les sommes, de multiples sommes. Et à terme, c'est un fonds assez important pour régler un problème. Donc, qui dit épargne, en quelque sorte, parle d'investissement. L'épargne, en réalité, n'est rien d'autre qu'un investissement. Ce forum de 3 jours se veut un espace de dialogue, de pédagogie et de rencontre entre banques, fintech et population, une dynamique appelée à s'inscrire dans la durée au service d'une inclusion financière élargie et d'une souveraineté économique renforcée. Merci Ibrahim Makan. On parle cette fois-ci, toujours de salon, mais cette fois-ci du Salon international de l'emballage Senpac qui a ouvert ses portes hier au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Pour cette édition 2025, l'Italie a marqué les esprits avec une présence de 22 entreprises italiennes spécialisées dans plusieurs domaines et venues présenter leurs innovations. Une mobilisation pilotée par l'Agence italienne pour le commerce extérieur dans une volonté d'accompagner la transformation industrielle en Afrique de l'Ouest. Reportage Biram Dour. International de l'emballage Senpac a franchi un nouveau cap en 2025. Ouvert ce jeudi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, l'événement accueille une participation italienne exceptionnelle. 22 entreprises venues présenter leur expertise technologique. Une mobilisation rendue possible grâce à l'action continue de l'Agence italienne pour le commerce extérieur, soutenue par l'ambassade d'Italie au Sénégal. Ce salon est très important car c'est une plateforme très idéale pour la présentation des innovations italienne pour l'emballage et le packaging, l'industrie alimentaire et la chaîne du froid. Nous avons un pavillon italien fort de 22 entreprises italiennes qui sont ici pour présenter leurs solutions pour accompagner les producteurs sénégalais dans leur démarche. C'est un secteur stratégique pour le Sénégal dans lequel l'Italie a une expérience très grande qu'elle peut mettre, disons, au service de la croissance au Sénégal. Des équipements de pointe aux solutions durables pour l'agro-industrie, les entreprises italiennes répondent concrètement aux défis de modernisation des industries ouest-africaines. Leur présence renforcée reflète une dynamique de partenariat durable et un intérêt stratégique pour la région. On propose des systèmes d'emballage dans divers secteurs. Le premier secteur, c'est le secteur thermorétractable. C'est des machines qui travaillent avec la chaleur et qui prennent la forme du produit. Nous avons aussi des banderoleurs de palettes. Nous avons aussi des robots. Le salon Senpac
va au-delà d'un simple rendez-vous commercial. Il connecte les industries aux grandes tendances mondiales en créant des ponts concrets entre innovation et besoins du marché africain. SACMI, c'est un leader mondial dans les machines de fabrication des bouchons et des préformes, bouchons métalliques. Le marché sénégalais comme le marché africain, c'est un marché très promettant qui se développe rapidement et on a de plus en plus des références et on a participé l'année dernière, c'était positif et voilà, on désire se rapprocher de nos partenaires, de nos clients, que les gens nous connaissent de mieux aussi. On veut être bien actif dans toute la région, on est déjà actif dans le Maghreb et on veut bien voir les possibilités d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce salon, je crois qu'il soit fondamental pour connaître directement nos clients qui ont des besoins, peuvent voir qui fait quoi. Et bien sûr, on peut démarrer à parler ensemble des solutions qu'on peut leur donner à niveau de conditionnement primaire. Nouvel atout de cette édition, un workshop interactif pensé comme un espace d'échange et de formation. Une innovation qui confirme l'ambition du salon et le rôle moteur de l'Italie dans cette dynamique industrielle. Notre rôle est celui de créer l'occasion de contact entre les entreprises italiennes, sénégalaises et de la sous-région. Grâce justement à toutes les activités que nous sommes en train de faire, comme cette participation, et des initiatives collatérales. Par exemple, demain, nous allons organiser un séminaire sur la chaîne du froid, où plusieurs entreprises italiennes présenteront leurs solutions. Et on va des chambres froides à l'atmosphère contrôlée, à la logistique dans la chaîne du froid. Ce sont des aspects cruciaux pour les producteurs de l'agro-industrie au Sénégal. Rufisque a célébré avec faste la mémoire de Kharbey Madiaga, figure emblématique de l'art sénégalais. La Maison des Arts, fruit de la coopération entre Rufisque et la ville de Nantes en France, porte désormais son nom. La cérémonie d'inauguration, ponctuée de témoignages poignants, d'un symposium et d'expositions, a réuni artistes, autorités locales et partenaires internationaux pour saluer une grande dame dont l'œuvre continue d'inspirer les générations. Rufisque, donc, la correspondance d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bambassamb. Ce bâtiment, fruit d'une coopération vieille de plusieurs décennies entre Rufisque et la ville de Nantes, vient d'être rebaptisé. Il s'appelle désormais Maison des Arts Kharbey Madiaga. Professeur Serigne Bekam, auteur de Kharbey Madiaga, chantre de la culture et gardien des traditions, parle de mérite. Il m'a été extrêmement agréable, à travers 3 ou 4 tableaux, de montrer combien les qualités artistiques de Kharbey participent d'un héritage qu'elle a assumé. Un héritage que j'ai décliné en termes d'abord d'attachement à son identité. Quel que soit l'aura qu'elle a connu au Sénégal et dans le monde, Khar est resté un modèle de négritude dans son sens le plus élevé en termes positifs. Cette maison des arts, composée d'une salle de danse, salle de division et d'exposition, d'ateliers de formation et d'une résidence artistique, est symbole du dialogue des cultures, selon l'adjoint au maire de la ville de Nantes, Alassane Guissé. On a tenu d'organiser dans un premier temps ce symposium pour permettre de savoir le travail qui a été fait par la doyenne Kharbey Madiaga, qui peuvent nous aussi enrichir et qui peuvent nous aussi permettre de savoir dans un monde de repli de soi, quelle que soit la nation, quel que soit le continent, la culture est le levier aujourd'hui qui rapproche les peuples. C'est pour cela que cette Maison des Arts est une fierté partagée. C'est dans l'après-midi que la marraine, accompagnée d'une forte délégation, s'est rendue au jardin public qui abrite les festivités. Elle a été accueillie avec tous les honneurs. Le maire de la ville, Oumar Sissé, revient ici sur le choix de cette icône de la culture sénégalaise, aujourd'hui âgée de 87 ans. Pour la renaissance du Sénégal passera par la culture et le porte-étendard sera à Kharbey.
la culture, nous passons au sport avec la bataille pour la tête de la Fédération sénégalaise de football. Une bataille bel et bien enclenchée. 3 candidatures, 3 profils forts. Augustin Senghor, président sortant, au palmarès impressionnant. Abdoulaye Fall, ancien trésorier général de l'État et homme de consensus. Enfin, Madi Touré, fervent défenseur de la formation locale. Un scrutin crucial entre continuité et réforme. Le point, c'est avec Mamadou Ndiaye. Le coup d'envoi est donné et la course à la présidence de la Fédération sénégalaise de football s'annonce plus ouverte que jamais. 3 candidats sont désormais officiels en lice, à tout seigneur, tout honneur. Augustin Senghor, en poste depuis 2009, sous sa direction, le Sénégal a connu ses plus belles pages du football. CAN 2022, CHAN 2023, Sacre U20, U17 et Beach Soccer, un bilan exceptionnel qu'il veut prolonger avec un 5e mandat. Pour lui, la continuité est un gage de résultats. Face à lui, Abdoulaye Fall, ancien trésorier général de l'État, mais aussi ex-membre de la commission des finances de la Fédération sénégalaise de football. Homme de chiffres et de stratégie, il se positionne comme le candidat du rassemblement. En moins de 2 semaines, il a réussi à fédérer autour de lui des figures comme Cheikh Ahmed Tidiane Seck et Eliman Lam. Objectif, gouvernance plus inclusive, réforme structurelle et mise en valeur des acteurs locaux. Et enfin, Madi Touré, le patron de Génération Foot, formé de talents, architecte de l'un des plus grands centres du continent, candidat. Il revient avec une ambition claire, replacer la formation, la professionnalisation et les clubs de base au cœur du projet fédéral. Son modèle a déjà prouvé son efficacité avec des joueurs comme Sadio Mané, Ismaïla Sarr ou Lamine Camara. 3 visions, 3 trajectoires, mais un seul fauteuil. Le verdict se jouera au mois d'août prochain et cette fois encore, c'est tout le football sénégalais qui sera en ligne de mire. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite, restez avec nous, la deuxième partie de Soir d'Info.